3 jours après le Nouvel An, le silence a explosé à Ouagadougou. Les autorités affirment avoir déjoué un complot coordonné contre le président Ibrahim Traoré avant même son exécution, et elles évoquent une cible élargie aux infrastructures militaires stratégiques, dont une base de drones. À l'extérieur, le mutisme est décrit comme un second choc, plus froid, qui réduit l'événement à une simple note de bas de page. Que révèle ce décalage pour ceux qui vivent la menace quand un nom devient symbole et point de rupture? Une révolution assiégée apprend à répondre avant d'être frappée. Ce récit ne promet pas un simple résumé d'une tentative de coup d'État avorté, il propose de comprendre pourquoi l'épisode du 3 janvier agit comme un révélateur durable de la trajectoire politique du Burkina Faso, bien au-delà de l'événement lui-même. Pour le lecteur, l'enjeu est clair. Saisir en quoi cette séquence éclaire la manière dont une souveraineté se construit sous pression constante, entre menaces réelles, perception internationale et mobilisation intérieure. Il s'agit aussi d'identifier ce qui a changé depuis les années précédentes, lorsque des crises similaires entraînaient peur, rumeurs et paralysie. Cette fois, la réaction collective, la rapidité institutionnelle et le contrôle du récit dessinent un autre paysage. Le nom d'Ibrahim Traoré n'apparaît plus seulement comme celui d'un dirigeant contesté ou soutenu, mais comme un point de convergence symbolique. Comprendre cela permet de mesurer ce qui se joue maintenant, non pas la survie d'un homme, mais la solidité d'un modèle politique en construction. En moins de 21 minutes, une anomalie détectée dans des transmissions militaires a déclenché une chaîne de décisions qui a empêché un scénario bien plus large. Selon les autorités, cette compression du temps, de l'alerte initiale à la neutralisation, constitue la véritable rupture par rapport aux crises passées, où les réponses prenaient parfois des heures, voire des jours. Ce détail, souvent relégué au second plan, éclaire d'emblée la nature du tournant engagé sous Ibrahim Traoré. Pour comprendre cette bascule, il faut revenir brièvement sur le contexte récent du Burkina Faso. Depuis plusieurs années, le pays évolue dans un environnement de menaces diffuses, tentatives de déstabilisation interne, pression régionale, influence extérieure et concurrente. Avant 2022, ces chocs répétés fragilisaient l'appareil d'État, nourrissaient la défiance populaire et laissaient l'impression d'un pouvoir toujours en réaction. La nuit du 3 janvier s'inscrit dans cette continuité, mais elle en inverse la logique. La tentative visait non seulement le président Ibrahim Traoré, mais aussi des infrastructures militaires stratégiques, notamment liées à la capacité de surveillance et de défense du territoire. Ce double objectif indique que l'enjeu dépassait la simple élimination d'un chef d'État. Il s'agissait de désarticuler un système. Or, le système n'a pas cédé. Dès les premières heures, des arrestations ciblées ont eu lieu et un rappel immédiat de tous les commandants d'unités a été ordonné, signalant une reprise en main ferme de la chaîne de commandement. En parallèle, un autre élément a émergé, la réaction populaire. Avant même les communications officielles détaillées, des rassemblements spontanés ont été observés dans la capitale. Des citoyens brandissaient le drapeau national et scandaient le nom d'Ibrahim Traoré, non comme un slogan imposé, mais comme un réflexe collectif. Ce comportement tranche avec les épisodes antérieurs, marqués par la peur ou l'attentisme. La mini-révélation n'est donc pas seulement sécuritaire, elle est politique et sociale. Elle suggère qu'un seuil a été franchi. La menace n'a pas disparu, mais la manière d'y répondre s'est transformée dans les institutions comme dans la rue. Au centre de cette séquence, une figure s'impose sans chercher la lumière, le ministre de la Sécurité, Mohamed Sana. Depuis 2 ans, il agit comme un rouage discret mais central du dispositif mis en place par Ibrahim Traoré, incarnant une continuité opérationnelle rarement visible dans les périodes de crise aiguë. Le 3 janvier, selon plusieurs témoignages concordants, c'est lui qui a coordonné la riposte initiale, validant les interceptions, mobilisant les unités et verrouillant les points sensibles avant toute annonce publique. Son apparition à la télévision nationale, quelques heures plus tard, a produit un effet mesurable. Le ton était sobre, le message bref, sans emphase. Cette retenue contrastait avec les communications anxiogènes observées lors de précédentes tentatives de déstabilisation. Dans les rues de Ouagadougou, l'annonce n'a pas déclenché de panique.
Elle a, au contraire, renforcé un sentiment de maîtrise collective, comme si la population reconnaissait dans cette posture une forme de maturité institutionnelle. L'impact immédiat se lie aussi dans l'asynchronisation entre État et citoyens. Tandis que les forces de sécurité procédaient à des arrestations ciblées, des réseaux informels d'information se sont activés dans les quartiers. Des habitants signalaient des mouvements suspects, d'autres appelaient au calme. Cette interaction, encore impensable quelques années plus tôt, montre que la sécurité n'est plus perçue comme un domaine réservé aux élites militaires. Ce glissement est essentiel pour comprendre la portée de l'événement. Il ne repose pas sur une figure héroïque unique, mais sur une articulation nouvelle entre leadership politique, chaîne sécuritaire et réflexes citoyens. Ibrahim Traoré demeure le symbole visible, mais l'efficacité tient à cette architecture humaine plus large, testée dans l'urgence et validée par ses effets immédiats. Avant cette nuit-là, la sécurité nationale reposait encore sur une logique de réaction différée. Les alertes circulaient, les confirmations s'accumulaient, puis les décisions descendaient lentement dans la hiérarchie. Le 3 janvier marque une rupture nette avec ce schéma. Tout commence par un message codé, intercepté à la périphérie de la capitale, un signal faible mais suffisant pour déclencher un protocole d'urgence rarement utilisé jusque-là. En quelques minutes, le centre de commandement identifie des anomalies dans les transmissions. Ce type de perturbation est connu des services comme un indicateur classique d'infiltration. L'ordre tombe sans délai, verrouiller les accès à Ouagadougou. Les unités spéciales sont déployées pendant que d'autres forces sécurisent les sites sensibles, notamment les installations liées aux drones et à la surveillance aérienne. La chronologie est serrée, presque mécanique, laissant peu de place à l'improvisation. À 23h42, les premiers points suspects sont déjà encerclés. Des arrestations ciblées ont lieu avant l'aube, évitant tout affrontement ouvert. Le choix est clair, neutraliser sans exposer la population à une démonstration de force visible. Au lever du jour, le président Ibrahim Traoré convoque un conseil d'urgence. Selon des sources proches du pouvoir, la réunion est brève, orientée vers 3 priorités. Vérifier la loyauté des unités, consolider la chaîne de commandement, puis informer le pays. À midi, le ministre de la Sécurité annonce officiellement l'échec du complot. Le message est factuel, presque austère. Derrière lui, le drapeau national reste immobile, détail que certains observateurs interprètent comme une mise en scène maîtrisée, destinée à projeter stabilité et contrôle. Quelques heures plus tard, un communiqué exige la présence immédiate de tous les commandants d'unités dans la capitale. Il ne s'agit pas d'une sanction collective, mais d'un rappel direct de la discipline et de la cohésion attendue. Pendant que l'appareil d'État se resserre, la rue s'anime. Des messages circulent sur WhatsApp et Telegram, appelant au calme, mais aussi à la vigilance. Des citoyens convergent vers les places publiques, non pour protester, mais pour signifier leur soutien au processus en cours. Le nom d'Ibrahim Traoré est scandé, non comme un slogan orchestré, mais comme un repère, presque un mot d'ordre partagé. La séquence atteint son point culminant lorsque les autorités confirment l'origine partiellement extérieure du complot. Cette information transforme la lecture de l'événement. Il ne s'agit plus d'une rivalité interne classique, mais d'une tentative inscrite dans un jeu d'influence régionale plus large. Ce déplacement du cadre explique la fermeté de la réponse et la rapidité des décisions prises. Les jours suivants, les effets secondaires se font sentir. La chaîne de commandement est renforcée, les protocoles sont réaffirmés et la communication officielle reste volontairement mesurée. La tentative a échoué, mais surtout elle a servi de test grandeur nature. Elle a montré qu'un État pouvait absorber un choc, agir vite et préserver une forme de normalité apparente. C'est dans cette succession précise d'actions, plus que dans le complot lui-même, que se lit le véritable tournant. Pour commencer, un premier indicateur permet de mesurer le changement de rythme. Selon les données communiquées par les autorités, moins d'une journée a suffi pour identifier et interpeller les principaux acteurs impliqués dans la tentative du 3 janvier. En comparaison, des affaires similaires avant 2022 exigeaient parfois plusieurs semaines d'enquête fragmentée. Le passage d'un temps long à un temps comprimé ne relève pas seulement de la vigilance accrue, mais d'une réorganisation complète des circuits de décision impulsés sous Ibrahim Traoré.
Ensuite, un deuxième chiffre éclaire cette rupture opérationnelle. 45 minutes. C'est le laps de temps écoulé entre la détection du premier signal suspect et la mise en œuvre effective du verrouillage de la capitale. Dans un environnement régional où les coups de force se jouent souvent sur des fenêtres de 2 heures ou plus, cette réactivité a réduit drastiquement la capacité des conspirateurs à coordonner leurs actions. Chaque minute gagnée a limité l'effet domino attendu, transformant un scénario de déstabilisation en une suite d'initiatives avortées. Puis, un troisième indicateur concerne l'ampleur des interpellations. Les autorités ont fait état de plusieurs officiers actifs et d'anciens membres de l'armée arrêtés dans les 24 heures suivant l'alerte initiale. Ce volume, modeste en apparence, prend tout son sens lorsqu'il est mis en relation avec la précision des cibles. Il ne s'agissait pas de rafles massives, mais d'arrestations ciblées, suggérant un maillage du renseignement plus fin et une capacité accrue à hiérarchiser les menaces. Ces chiffres ne valent pas uniquement pour ce qu'ils comptent, mais pour ce qu'ils révèlent. Ils indiquent donc que la défense nationale fonctionne désormais comme un système réflexe. Les unités disposent de canaux directs avec le centre de commandement, réduisant les délais bureaucratiques qui, par le passé, paralysaient l'action. Cette architecture, renforcée par de nouveaux protocoles instaurés sous Ibrahim Traoré, a transformé la gestion de crise en une succession d'automatismes contrôlés. Un autre élément quantifiable concerne la mobilisation civile. Les services municipaux ont recensé des milliers de personnes présentes dans les rues de Ouagadougou le lendemain de l'annonce officielle. Contrairement aux manifestations orchestrées, cette mobilisation s'est formée sans appel centralisé, révélant une dynamique spontanée. Le chiffre importe moins que sa nature. Il témoigne d'un glissement culturel où la sécurité cesse d'être perçue comme une affaire lointaine pour devenir une responsabilité partagée. Pris isolément, chacun de ces indicateurs pourrait être contesté ou relativisé. Pris ensemble, ils dessinent une trajectoire cohérente. La rapidité, la précision et la synchronisation entre institutions et citoyens signalent un seuil franchi. La tentative n'a pas seulement été déjouée, elle a validé un modèle de réaction construit progressivement depuis plusieurs mois. Cette lecture quantitative répond aussi aux critiques externes qui évoquent une mise en scène destinée à renforcer le pouvoir. Si tel était le cas, la diffusion de données mesurables et vérifiables présenterait un risque inutile. En exposant ces chiffres, l'État accepte le terrain de la comparaison, là où les récits purement symboliques échouent souvent. Ainsi, au-delà des discours, ces éléments chiffrés suggèrent que le Burkina Faso n'est plus dans une posture défensive improvisée. Il expérimente, ajuste et mesure. Sous Ibrahim Traoré, la souveraineté se traduit moins par des proclamations que par des délais raccourcis et des chaînes d'action resserrées. Plusieurs observateurs extérieurs contestent la lecture officielle de la nuit du 3 janvier. Leur premier argument est politique. Selon eux, la mise en avant répétée de complots déjoués servirait avant tout à consolider l'autorité du pouvoir en place en maintenant la société dans un état d'alerte permanent. Dans cette perspective, la menace sécuritaire fonctionnerait comme un ciment émotionnel, justifiant la centralisation des décisions et marginalisant toute voix critique au nom de l'urgence nationale. Un second argument, plus géopolitique, complète cette critique. La rhétorique sécuritaire adoptée par Ouagadougou serait utilisée pour légitimer un repositionnement stratégique vers de nouveaux partenaires, notamment au détriment des alliances occidentales traditionnelles. Cette orientation, affirment certains analystes, exposerait le Burkina Faso à un isolement diplomatique accru et à des risques économiques, tout en inscrivant la crise dans une logique de blocs concurrents au Sahel. Ces objections méritent d'être prises au sérieux car elles posent une question centrale. Où se situe la frontière entre vigilance légitime et instrumentalisation de la peur ? Pourtant, plusieurs éléments viennent nuancer, voire contredire cette lecture. D'abord, la nature des informations rendues publiques. Les autorités ont diffusé des détails précis, incluant des interpellations ciblées, des communications interceptées et des éléments matériels reliant certaines tentatives à des réseaux extérieurs. Dans un contexte de manipulation fréquente,
Exposer ce type de données comporte un coût politique réel. Ensuite, la temporalité de la réaction affaiblit l'hypothèse d'une mise en scène a posteriori. La compression extrême des délais, documentée par des chiffres et des séquences observables, suggère une réponse construite en amont plutôt qu'un récit improvisé. Si l'objectif avait été uniquement symbolique, la transparence partielle adoptée aurait été contre-productive, alimentant inévitablement le doute et la controverse. Enfin, la mobilisation populaire spontanée complique l'idée d'un simple alignement imposé. Les rassemblements observés n'ont pas pris la forme de démonstrations organisées par l'État, mais de réactions diffuses, parfois désordonnées, portées par des réseaux locaux. Cette dynamique indique une adhésion qui dépasse le cadre de la communication officielle. Le paradoxe demeure toutefois entier. Plus un gouvernement africain affirme sa capacité à se défendre seul, plus sa parole est scrutée avec suspicion. Ibrahim Traoré se trouve ainsi au croisement de deux récits opposés, celui d'un pouvoir qui instrumentalise la menace et celui d'un État qui revendique enfin le droit d'agir sans tutelle. La tension entre ces lectures ne disparaît pas, mais elle structure désormais le débat. À partir de cet instant, l'événement du 3 janvier cesse d'être lu comme une tentative de coup d'État avortée parmi d'autres. Il devient un point de bascule narratif où l'État n'apparaît plus seulement comme un rempart protégeant la population, mais comme une structure consolidée par l'adhésion active de cette population. Ce renversement est subtil mais déterminant, car il modifie la relation entre pouvoir et société. Jusqu'ici, la plupart des crises sécuritaires dans la région suivaient un schéma prévisible. Une menace surgit, l'appareil d'État réagit, puis cherche à convaincre a posteriori. Cette fois, la séquence est différente. Les citoyens ne se contentent pas d'attendre une stabilisation annoncée. Ils l'incarnent par leurs gestes, leurs déplacements, leurs prises de parole informelles. Le soutien ne vient plus après l'action, il l'accompagne. C'est là que la figure d'Ibrahim Traoré change de statut symbolique. Il n'est plus uniquement le centre de gravité de la menace, ni même le seul garant de la réponse. Il devient le point de convergence d'un mécanisme plus large, où institutions et sociétés fonctionnent en miroir. La légitimité ne se décrète plus, elle se vérifie dans l'instant. Cette révélation médiane éclaire l'ensemble du récit sous un jour nouveau. Ce qui semblait être un simple épisode sécuritaire apparaît désormais comme un test de maturité collective. Et ce test n'a pas seulement porté sur la capacité à repousser une attaque, mais sur l'aptitude à transformer la vigilance en réflexe partagé. Pour l'État burkinabé, la nuit du 3 janvier a fonctionné comme une validation opérationnelle. La doctrine de sécurité, testée en conditions réelles, a confirmé que la décentralisation partielle du commandement et les canaux directs entre unités et centres décisionnels réduisaient les angles morts. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, cette architecture n'est plus théorique. Elle se traduit par des délais raccourcis, une chaîne de responsabilité plus lisible et une capacité accrue à agir sans exposition publique inutile. Du côté des entreprises, en particulier dans les secteurs sensibles comme les mines et la logistique, les effets sont plus discrets mais tangibles. Plusieurs acteurs locaux signalent une reprise graduelle des flux internes, longtemps freinés par l'incertitude sécuritaire. La révision des contrats de sécurité avec un recours croissant à des équipes nationales modifie la perception du risque. Il ne s'agit pas encore d'un retour à la normalité économique, mais d'un glissement. La menace n'est plus perçue comme imprévisible, elle est intégrée comme une variable gérable. Pour les citoyens, l'impact est plus intime. Dans les quartiers de Ouagadougou, la réaction collective a renforcé un sentiment d'appartenance rarement observé lors des crises précédentes. Des réseaux communautaires se sont activés spontanément pour relayer des informations, apaiser les tensions et soutenir les forces en action. Cette vigilance populaire, loin d'une panique diffuse, agit comme un système immunitaire social. Elle transforme la peur en lucidité partagée et la passivité en participation. À l'échelle régionale, enfin, l'épisode a produit des ondes concentriques. Les alliés du Burkina Faso, au sein de l'Alliance des États du Sahel, ont salué la rapidité de la réponse comme un précédent stratégique. Les échanges de renseignements se sont intensifiés et la coopération sécuritaire a gagné en densité. Pour certains observateurs étrangers,
Cette coordination reste difficile à interpréter, tant elle contredit l'image d'État marginalisé et dépendant. Pourtant, le message implicite est clair, la sécurité ne se délègue plus, elle se mutualise entre partenaires choisis. Pris ensemble, ces effets dessinent une transformation progressive mais cohérente. L'événement n'a pas bouleversé instantanément les équilibres, mais il a déplacé les lignes de perception. L'État gagne en crédibilité interne, l'économie en prévisibilité relative, la société en confiance réflexive et la région en capacité d'action concertée. Ibrahim Traoré apparaît alors moins comme l'alpha et l'oméga du système que comme le catalyseur d'une dynamique plus large. La question qui s'impose désormais n'est plus de savoir si la tentative a échoué, mais ce que cette réussite partielle autorise pour la suite. L'avenir proche du Burkina Faso peut se lire à travers 3 trajectoires distinctes, chacune conditionnée par la manière dont l'élan actuel sera consolidé ou érodé. On peut d'abord envisager un scénario de base. Il prolonge la dynamique observée depuis janvier. La vigilance reste élevée, la chaîne sécuritaire demeure resserrée et la communication officielle continue d'être mesurée. Les menaces persistent, mais elles perdent l'effet de surprise. Dans ce cadre, le pays avance dans une stabilité sous tension, où chaque crise évitée renforce le réflexe collectif sans pour autant normaliser totalement la situation. On peut aussi imaginer un scénario plus optimiste. Il repose sur une transformation plus profonde. La cohésion observée autour d'Ibrahim Traoré se traduit alors par une confiance institutionnelle durable. Les réformes économiques engagées, notamment la reprise de contrôle sur certaines ressources stratégiques et la réorganisation des circuits logistiques, commencent à produire des effets visibles. Cette amélioration relative réduit la fatigue sociale liée à l'état d'alerte permanent. Sur le plan régional, les alliances se structurent davantage, permettant au Burkina Faso de négocier avec ses partenaires extérieurs depuis une position moins défensive et plus affirmée. Enfin, un scénario plus pessimiste met en lumière un risque souvent sous-estimé, l'usure. À force de vigilance, la société peut s'épuiser. La mobilisation constante devient une contrainte, surtout pour les jeunes générations qui aspirent à une normalisation de la vie quotidienne. Dans ce contexte, la menace sécuritaire, même réelle, pourrait être perçue comme un instrument de contrôle plutôt que comme un réflexe de survie. L'économie, fragilisée par les sanctions et l'incertitude prolongée, ralentirait, et la légitimité du pouvoir s'effriterait non par rupture brutale, mais par lassitude progressive. Entre ces 3 scénarios, un même dilemme traverse les mois à venir. Comment préserver une capacité de réaction élevée sans enfermer le pays dans une logique de siège permanent? La réponse ne réside pas dans un choix binaire, mais dans un équilibre à construire. Si la résistance doit rester un réflexe, la gouvernance, elle, devra apprendre à se projeter au-delà de l'urgence. C'est sur ce terrain, plus politique que militaire, que se jouera la prochaine phase. Derrière les stratégies, les chiffres et les scénarios, il y a des expériences humaines qui donnent chair à cette séquence. Pour beaucoup de soldats mobilisés dans la nuit du 3 janvier, la vigilance n'a rien d'abstrait. Elle se traduit par des heures sans sommeil, des décisions prises sous pression, et la conscience aiguë que la moindre hésitation peut coûter cher. Cette fatigue accumulée n'est pas toujours visible, mais elle façonne la manière dont la sécurité est vécue, non comme une posture héroïque, mais comme une responsabilité lourde et continue. Pour les familles, l'impact est différent. Les proches veillent, suivent des rumeurs, attendent des messages rassurants. La peur ne disparaît pas, mais elle se transforme. Elle devient plus lucide, moins paralysante. Beaucoup racontent avoir appris à distinguer l'alerte réelle du bruit ambiant, à faire confiance à des signaux locaux plutôt qu'aux spéculations lointaines. Cette adaptation progressive modifie le quotidien sans le figer dans l'angoisse permanente. Chez les jeunes, la situation est plus ambivalente. Certains se reconnaissent dans le discours de dignité et de souveraineté porté par Ibrahim Traoré, y voyant une rupture avec des décennies de dépendance et d'humiliation symbolique. D'autres ressentent une forme de lassitude face à une mobilisation constante qui retarde leurs projets personnels, leurs études ou leur insertion professionnelle. Cette tension générationnelle ne se manifeste pas toujours ouvertement,
mais elle traverse les conversations, les réseaux sociaux et les aspirations individuelles. Pour le lecteur extérieur, ces trajectoires de croisée invitent à une projection. Que signifie vivre dans un pays où la vigilance fait partie du quotidien sans être une exception? Comment maintenir un équilibre entre solidarité collective et liberté personnelle lorsque la menace est diffuse mais persistante? Ces questions dépassent largement le cas burkinabé. Elles touchent à une expérience universelle, celle d'une société qui apprend à transformer la contrainte en conscience partagée. Ce niveau humain rappelle une évidence souvent oubliée. La souveraineté ne se mesure pas seulement à la solidité des institutions ou à la rapidité des réponses. Elle se construit aussi dans les gestes ordinaires, les renoncements discrets et les espoirs tenaces de ceux qui vivent la situation au jour le jour. À la suite de la nuit du 3 janvier, les autorités ont commencé à structurer une feuille de route qui vise moins l'exception que la continuité. D'abord, le premier axe consiste à institutionnaliser la rapidité. Des textes sont en préparation pour encadrer les protocoles d'urgence afin que certaines décisions sécuritaires puissent être prises sans attendre une validation hiérarchique longue. L'objectif est simple, transformer des réflexes éprouvés en règles durables mesurées par la réduction des délais d'intervention. Ensuite, le deuxième axe concerne la souveraineté économique perçue comme indissociable de la sécurité. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, l'État cherche à reprendre un contrôle accru sur les ressources stratégiques, notamment à travers la réorganisation des circuits d'exportation et la relocalisation partielle des réserves. Le critère de réussite n'est pas idéologique, mais fonctionnel. Diminuer la dépendance aux acteurs extérieurs, capables d'exercer une pression indirecte en période de crise. Puis un troisième volet touche à l'information. Plutôt que de multiplier les messages nationaux, la stratégie privilégie le renforcement des médias et relais communautaires. L'idée est de contrer la désinformation au plus près du terrain avant qu'elle ne se diffuse à grande échelle. L'efficacité de cette approche se mesurera à la capacité des réseaux locaux à calmer, informer et coordonner sans créer de panique. Après cela, la dimension régionale constitue le quatrième pilier. Les États alliés du Sahel mutualisent progressivement leurs capacités de renseignement et leurs outils logistiques. Cette coopération vise à rendre obsolètes certaines dépendances héritées du passé. Là encore, le succès sera évalué par des indicateurs concrets. Partage d'alertes, exercice conjoint, temps de réaction transfrontalier. Et enfin, un dernier axe cherche à réconcilier vigilance et vie civile. Des programmes pilotes d'éducation à la sécurité citoyenne sont testés dans les écoles et les associations. Leur but n'est pas de normaliser la peur, mais de la transformer en compétence. Cette pédagogie de la responsabilité marque une évolution profonde. La souveraineté ne se proclame plus, elle s'apprend. Au matin du 4 janvier, Ouagadougou semblait presque ordinaire. Les rues se vidaient lentement de la tension de la veille, les commerces rouvraient et le bruit familier des motos reprenait sa place. Pourtant, quelque chose avait changé. La nuit précédente n'était déjà plus seulement un souvenir anxieux, mais un repère partagé, une référence silencieuse dans les conversations. Elle incarnait ce moment précis où une société réalise qu'elle ne peut plus revenir en arrière. Dans les bureaux de l'État, l'atmosphère n'était ni triomphale ni exaltée. Selon plusieurs témoignages, les échanges restaient sobres, presque austères. Le ministre Sana observait la ville depuis son bureau, tandis qu'Ibrahim Traoré s'entretenait avec de jeunes officiers, loin des caméras. Aucun discours spectaculaire, aucune mise en scène héroïque, juste une gravité tranquille, celle d'un pouvoir conscient que chaque victoire provisoire appelle une responsabilité accrue. Dans les quartiers populaires, le récit prenait une autre forme. On racontait comment des civils avaient guidé les forces de sécurité, partagé de la nourriture, transmis des informations. Ces gestes ordinaires donnaient à la souveraineté un visage concret. Elle cessait d'être un concept abstrait pour devenir une pratique quotidienne faite de solidarité et de vigilance discrète. Un commerçant l'a résumé d'une phrase simple, reprise sur les ondes locales: on a cessé d'attendre d'être protégé, on a commencé à se protéger nous-mêmes. Cette idée, plus que toute proclamation officielle, condense l'émotion de ces heures. La révolution burkinabé n'a peut-être pas trouvé la paix,
mais elle a consolidé sa voix intérieure. À ce stade, le récit du 3 janvier dépasse largement le cadre d'un événement sécuritaire. Il s'inscrit dans une histoire plus vaste, celle d'une société qui expérimente, à ciel ouvert, une manière différente de penser la souveraineté. Le Burkina Faso ne demande pas d'applaudissements ni de validation extérieure. Il agit, ajuste, apprend, parfois dans le silence. Sous la conduite d'Ibrahim Traoré, cette trajectoire ne se présente pas comme un modèle exportable clé en main, mais comme une tentative située, ancrée dans des contraintes réelles. Pour les observateurs internationaux, ce chemin pose un défi intellectuel. Il oblige à sortir des grilles de lecture habituelles, souvent réduites à l'alternative entre instabilité chronique et autoritarisme. Ici, une autre hypothèse se dessine, celle d'une souveraineté vécue comme un processus, fait d'erreurs, de corrections et de compromis. Elle n'est ni purement idéologique, ni totalement sécuritaire. Elle est pragmatique, parfois rugueuse, toujours inachevée. La question finale n'est donc pas de savoir si cette expérience réussira ou échouera à court terme. Elle est plus ouverte. Sommes-nous prêts à écouter des récits africains qui ne se conforment pas aux attentes dominantes sans les réduire au soupçon ou à l'exotisme politique? Le 3 janvier suggère que l'avenir ne se joue pas seulement dans les sommets diplomatiques, mais aussi dans la capacité à reconnaître des trajectoires autonomes. Si d'autres sociétés empruntent un jour ce chemin, non pour imiter, mais pour inventer le leur, saurons-nous observer sans préjugés et comprendre avant de juger? La question reste en suspens, comme une invitation à regarder autrement.